canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microcidé, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir un écrivain, et plus particulièrement, en tout cas pour ce livre, un écrivain de cinéma. Le titre du livre qui est édité chez Paul Édition est tout simplement, c'est Le cinéma de Léo, le cinéma de Jean-Pierre Léo. Donc nous allons parler de Jean-Pierre Léo aujourd'hui, je suis très content. L'auteur de ce livre, c'est Gérard Gavary. Et dans le descriptif de la vidéo, bien évidemment, comme toujours, vous pouvez retrouver le lien de la page dédiée au livre sur le site de Paul, si vous voulez vous le procurer. Voilà. Comment allez-vous, monsieur Gavary? Très bien d'être en votre présence, je peux dire, et un peu concentré sur ce dialogue autour de mon petit livre, qui est un livre que j'ai eu grand plaisir à écrire, et donc je suis très content d'en parler avec vous. Bah, Léo, Jean-Pierre Léo, comment je pourrais dire ça? C'est qui? C'est quoi dans votre histoire du cinéma? Qu'est-ce qu'il représente? D'une part, il y a une raison générationnelle. Pour tous les gens de ma génération, je suis un vieux monsieur né en 1946, donc j'ai 2 ans de moins que Jean-Pierre Léo. Il représente quelque chose de très lié à la nouvelle vague. Il commence avec Truffaut, il continue avec Godard, puis Eustache. Et en même temps, comme je le dis dans le livre, il continue, si on regarde sa filmographie en ordre chronologique, il tourne avec beaucoup d'autres metteurs en scène que ceux qui ont été ses pères au sens vraiment paternel. C'est très vrai pour Truffaut, qui a été quasi son père adoptif. C'est vrai aussi, il le dit lui-même, pour Godard, dans une large mesure. Donc, Léo, nouvelle vague, c'est sûr. Mais d'autre part, c'est un acteur, c'est quelqu'un, avant d'être un acteur, il a été un jeune garçon que j'ai côtoyé par les hasards de la vie, que j'ai côtoyé parce que nous nous sommes trouvés en colonie de vacances dans notre enfance ensemble. Et j'en ai fait donc une des séries de textes qui composent mon cinéma de Léo. Mais nous y reviendrons sûrement. Oui, oui, c'est les fameux souvenirs de Pontigny, si je me Voilà. trompe, si je me trompe pas. Et bah, ça, c'est une bonne transition parce que ça me pousse, à vous là, pour le coup, à vous demander comment vous l'avez approché, cet acteur, ce personnage, dans votre livre? Comment vous l'avez structuré, ce livre? Et bien, le fait de l'avoir côtoyé en tant que personne durant l'enfance a été déclencheur. Parce que j'avais depuis de nombreuses années en projet comme ça, d'écrire quelques textes en hommage à diverses personnes. J'avais jamais pensé spécialement au cinéma. En même temps, je dis ça, je me rends compte que c'est pas tout à fait vrai, puisque j'avais quand même un petit dossier avec quelques noms d'acteurs, d'actrices. Donc ça me travaillait finalement souterrainement, plus que je le pensais. Et au moment où j'ai abandonné l'idée d'écrire simplement un texte hommage euh, pour élargir un peu mon ambition, je dirais, c'est que j'ai eu l'idée de séparer 3 types de textes, et ça se retrouve dans le petit livre. Hein. Je dis petit livre parce qu'il est bref, c'est un livre qui a à peine plus de 100 pages. Et là aussi, on y reviendra sur la dimension, je pense. Donc oui, à partir du moment où je me suis dit, je vais complètement séparer les textes qui sont des textes d'analyse, dont le propos est vraiment d'analyser le jeu très particulier de Léo. Donc essayer de dégager ce qu'il a justement de particulier, le jeu de cet acteur, Jean-Pierre Léo. Et donc séparer ces textes-là d'autres textes qui seraient des évocations
aussi précise et aussi exacte que possible de moments de film. Et ça, c'est commun à tout le monde, enfin à tous les amateurs, tous les amoureux de cinéma. Euh, ça passe aussi en souvenirs, ça devient des souvenirs. C'est le moment de film qui semble rassembler, condenser, cristalliser peut-être l'ensemble d'un film. On a comme ça quelques souvenirs. Le souvenir n'est pas continu, mais il y a des moments qui, eux, fonctionnent comme des instantanés très forts. Donc, je me suis dit, eh bien, je vais, dans ces textes-là, je vais m'interdire l'analyse et pour vraiment séparer les deux domaines. Et j'y ajouterai des textes souvenirs, des évocations justement de l'enfance, puisque là, sur 9 textes souvenirs, il y en a au moins 5 ou 6 qui remontent à l'enfance, et d'autres sont des souvenirs plus récents, mais plus anonymes aussi, puisque il se trouve que j'ai fréquemment croisé Jean-Pierre Léaud dans le quartier où j'habite, à Paris, tout simplement, mais de manière tout à fait anonyme. Je l'ai retrouvé en présentiel, si je puis dire, que très récemment et bien après le livre. Tout récemment. Alors, je vais vous poser une question un peu vraiment extra cinématographique pour le coup, mais celle-là, c'est vraiment de la curiosité. Et donc, cette rencontre, ces retrouvailles présentielles, si je peux m'exprimer ainsi, comment ça s'est passé finalement? De manière très émouvante, parce que d'abord, je n'étais pas sûr qu'il réagirait. Je lui avais bien sûr envoyé le livre. Mmh. L'éditeur avait envoyé le livre à Jean-Pierre Léaud, mais je savais aussi qu'il était malade depuis assez longtemps. Je ne savais pas du tout comment ni même si pouvait avoir lieu la rencontre. Et je dois rendre hommage à son épouse, qui s'appelle Brigitte Duvivier, qui a joué un rôle important dans nos retrouvailles, disons. Voilà. Nous en sommes là. Bon. Dans le livre, et vous l'avez très bien dit, donc il y a les souvenirs de Pontigny. Il y a aussi, comme vous le dites très bien, des moments où vous revenez sur certains extraits, on va dire ça comme ça, de films, donc des souvenirs aussi pour le coup. Et puis il y a aussi des petits textes où c'est beaucoup plus analytique sur le corps, sur ce qu'il dégage, sur ce que ça dit aussi, Léo, dans la société, dans le cinéma. Moi, je voudrais revenir avant de parler de tout ça, je voudrais revenir à ces fulgurances comme ça, filmiques, les fulgurances filmiques. Est-ce que vous vous êtes resté sur des souvenirs ou est-ce que vous vous êtes permis de temps en temps de revoir certains films? Je dis ça parce que parfois, on peut avoir des souvenirs et on est tenace sur un souvenir et finalement on se trompe d'un détail ou de mais c'est ce qui rend c'est ce qui rend merveilleux le souvenir. C'est ça Oui, que oui. là où je veux en venir. Est-ce que ça vous est arrivé? Alors, non, pour l'essentiel, ça a pu m'arriver, et peut-être que je ne le sais même pas encore aujourd'hui, mais pour l'essentiel, vraiment à 99%, disons, j'ai vu et revu certaines séquences et certains films. Ça a contribué au plaisir d'écrire ce livre. Car je suis évidemment, bon, j'ai sélectionné, je voulais pas que ça dépasse une certaine dimension. Euh, et à propos de dimension, ce qui m'a donné la mesure du livre tel qu'il est achevé, tel qu'il existe aujourd'hui, euh, ce sont les souvenirs, justement. Parce que j'en avais pas tant que ça. Je tenais beaucoup à associer aux souvenirs d'enfance, aux souvenirs de cette colonie de vacances. C'est loin quand même, j'avais 12 ans, je sais pas si vous mesurez la distance qui nous sépare de cette époque-là. C'était pendant quelques semaines avant le début du tournage des 400 coups, des colonies de vacances. Et je tenais beaucoup donc à associer à ces souvenirs anciens, des souvenirs plus récents ou moins anciens, euh, qui faisaient qui me renvoyait d'abord à une réalité. Chaque fois que je voyais Léo par hasard dans la rue, comme on croise comme ça une célébrité, on a un petit sursaut. Le sursaut était d'autant plus fort chez moi que j'avais à la fois connu j'allais dire l'enfant Léo, oui on peut dire, c'était un enfant, il était très jeune, à 14 ans, c'était encore un gamin quand même. Et, euh, et le Léo, acteur, dont j'avais évidemment suivi la carrière en tant
que spectateur et qu'amoureux du cinéma. Donc, quand je le croisais comme ça, que je voyais, que je l'apercevais dans telle ou telle situation, j'avais un petit sursaut d'émotion, tout simplement. Mmh. Et de plus, il est arrivé qu'il y ait de véritables séquences que dont je me suis saisi pour les raconter dans le livre, toujours dans la série de ces souvenirs. Donc, avec 9 souvenirs, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'était juste suffisant pour me donner une bonne mesure. Donc, j'ai 9 textes de souvenirs tous authentiques, je n'en voulais pas plus. Je voulais une expérience d'écriture relativement minimaliste, très sobre, très dense, aussi dense que possible. J'ai donc 9 textes de souvenirs, 18 textes d'analyse, hein, de réflexion sur ce que vous disiez tout à l'heure, le jeu de Léo, ses gestes, son mode de présence à l'écran, dont j'essaie de dégager la singularité. Et puis, alors, 24 textes, non, pardon, 27 textes qui sont des textes d'évocation de films, de moments de films. Où là, c'est pour ça, alors à ce moment-là, je revoyais des séquences, je revoyais parfois des films entiers, je revenais à l'écran sur le moment qui m'intéressait, je vérifiais des hypothèses, et ça c'était formidable, parce Mmh. que on entre dans une complicité avec les films quand on les parcourt comme ça en tous sens, qui n'a pas d'égal. Il faudrait, je pense, rappeler, alors, moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas été contemporain de Léo mais en même temps, je suis ce qu'on appelle un cinéphile, donc je connais, très bien l'importance de Jean-Pierre Léaud et pour les années 60, mais aussi dans l'histoire du cinéma français. Mais ça serait intéressant quand même que vous rappeliez, son importance parce que c'était, enfin, on a peut-être un peu oublié, j'en suis désolé, mais c'était quand même quelqu'un dans les années 60. D'ailleurs, je vais me permettre, pour illustrer mes propos, oui, c'est page 19, vous écrivez ça. Une photo fameuse prise à Paris en 1968 montre Daniel Cohn-Bendit, 23 ans à l'époque, face à un CRS casqué, tête portée haut, menton relevé fièrement, sourire gouailleur et regard de défi dirigé en contre-plongée vers celui du CRS. Il est l'image parfaite d'une certaine juvénilité, joyeuse et magnifique, dans l'effronterie. Il y a du Léo, beaucoup, dans le Cohn-Bendit de cette photo-là. Alors moi, je n'avais jamais pensé à ça. Et donc, phénomène de mode de cette période-là, et donc rappeler peut-être ce que Léo était dans les années 60 surtout. Alors, le mot de mode me gêne un petit peu, parce que D'accord. c'est quelque chose de fort à cette époque-là. On est donc dans les années immédiatement, on est en plein 68, ou dans les années qui suivent tout juste. Alors, il y a un écart entre la personnalité du jeune Cohn-Bendit, hein, qui est très différent de ce qu'il est devenu plus tard, mais qui est une image très forte. C'est une question d'image, hein. Et ça doit vous parler, vous qui êtes justement cinéphile et homme d'image, d'une certaine manière. C'est un problème d'image. Et j'ai chez moi, tout simplement, une image qui était très répandue à une certaine époque, que je décris, vous venez de la lire, où on voit vraiment le gamin qui était Cohn-Bendit, parce que lui aussi faisait assez jeune, avec un éclat dans les yeux, une sorte de joie euh, qui est resté quelque chose de symboliquement fort pour tous ceux qui ont connu cette période, et même au-delà, parce que c'est, comme je le dis dans le texte, si vous pouvez relire le petit passage, Bien juste sûr. à la fin, C'est à partir du Il y a du Léo. euh, juste avant, vous m'avez dit page 19. Alors, c'est tête portée haut, menton relevé fièrement, sourire gouailleur et regard de défi dirigé en contre-plongée vers celui du CRS. Oui, exactement. Il est l'image parfaite d'une certaine juvénilité joyeuse et magnifique dans l'effronterie. Voilà, c'est ces derniers mots. Il est l'image parfaite d'une certaine juvénilité, joyeuse et magnifique dans l'effronterie. C'est Ouais. ça qui me paraît le plus important, et ça excède, je dirais, l'image d'époque.
c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose de fort hein, en d'autres circonstances. Et passer par Cohn-Bendit, c'est tout à fait subjectif. C'est parce que cette photo-là m'a tellement frappé, et beaucoup d'autres gens en même temps que moi, mais j'en ai découpé une copie que j'ai chez moi, dans mon bureau, il y a une de ces images, et j'ai toujours associé cette image-là à celle de Léo jeune, et on pourrait multiplier les images de Léo, où il est exactement ça, lui aussi. La jeunesse, la juvénilité, l'effronterie, hein, c'est l'espèce de regard qu'il peut avoir, plein de malice et de défi, avec plus de discrétion chez Léo. Parce que Léo n'est pas, même s'il a joué à l'époque dans des films comme La Chinoise de Godard, des choses comme ça, c'est pas lui-même directement un acteur politique, je dirais. Il a tourné avec des gens qui sont marqués politiquement, Ah bah Godard, oui. bien sûr, hein. Mais lui-même, pas tant que ça. Pas tant que ça. Par contre, il est très associé au cinéma et comme vous le rappeliez, l'histoire du cinéma, parce qu'il a poursuivi sa carrière magnifiquement. Si on regarde la filmographie de Léo, c'est impressionnant. Et le fait qu'il ait pu qu'il ait tourné avec des metteurs en scène qui ne sont pas des metteurs en scène français, ajoute aussi quelque chose à sa dimension. Coris Maki, par exemple, ou Albert Serra, qui est espagnol, Coris Maki est finlandais, ou Skolimowski, qui est polonais. Donc, ce n'est pas seulement un acteur qui reste lié à la nouvelle vague française, il est lié à l'histoire du cinéma. Voilà. Oui, mais c'est parce que c'est un des rares acteurs qui soit complètement dépendant du cinéma, de l'objet cinéma. Et quand on regarde les films dans lesquels il tourne dans les années fin 80, surtout les années 90, on comprend que la plupart des auteurs ou autrices qui le regardent, ce sont vraiment des gens cinéphiles qui ont été élevés, éduqués dans leur cinéphilie avec le Léo des années 60 et 70. Donc, c'est un autre type de cinéma qui le regarde à ce moment-là. Oui, absolument. Il y a une sorte je dirais presque de réseau de cinéphilie et de pratiquants du cinéma, d'acteurs, de réalisateurs, des gens très engagés dans le cinéma, dont l'histoire personnelle coïncide vraiment avec l'histoire du cinéma. Jean-Pierre Léaud lui-même en a parlé dans certains entretiens qu'il a donnés. Il le dit, ce que vous venez de rappeler là. Il le dit très clairement. Pour lui, il n'y a pas de. D'ailleurs, quand le livre est sorti, il y avait un bandeau sur le livre où on voyait une image de Jean-Pierre Léaud, ouais, et qui disait, je ne sais pas si vous avez le bandeau sous les yeux. Voilà. Donc, la vie la vie n'existe que quand je tourne. Voilà. Et je suis persuadé que c'est vraiment le cas pour lui. Ça se sent d'ailleurs. Ça se sent. Il a besoin de la caméra, dit-il, et quelque chose passe de ce besoin pour le spectateur. Ça passe à l'écran et le spectateur le ressent. Ça participe de la singularité de son mode de présence à l'écran. Page 93, vous écrivez ceci. Quel que soit le film, Léo y est lecteur et on ne s'étonne pas de le voir devant un rayonnage empli de livres ou marchant dans la rue, livres sous le bras, ou lisant en pleine nature, ou lisant au bistrot, ou lisant à domicile, debout, assis, couché. Dans la vie aussi, il a le goût des livres et de la pensée. Donc il dit, je cite, « J'ai fait le choix des intellectuels, dit-il, ou encore, intellectuel pour moi, c'est la gratification la plus belle qui soit. » Et tout fier, au cours du même entretien, donc pour SoFilm, le 1er juillet 2015, Serge Danet était là, et tout d'un coup, il m'entend rire, il me tape dans le dos et il me dit « Enfin, j'entends ton rire d'intellectuel ». Pourquoi j'ai choisi cet extrait? Parce qu'aujourd'hui, c'est un gros mot, j'ai l'impression, le mot intellectuel. C'est grossier, c'est barbare, c'est sauvage, c'est non, non, non,
Non, non, il faut un cinéma c'est trop intello pour moi. Non, 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 nous, on est là pour nous divertir. Et quand j'ai lu cet extrait, j'ai beaucoup ri et je me suis dit, ça fait du bien. Ça soulage. Alors, je suis pas en train de faire une espèce de, comment dire, de rabaisser enfin, le populisme. Tout ça. Non, 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 on parle pas de ça. C'est que, voilà, c'est un gros mot aujourd'hui intellectuel, alors que finalement, comme disait Monsieur Jourdain, il fait de la prose sans le savoir. Tout le monde est intellectuel sans le savoir, peut-être. Et Léo, quand on connaît aussi son histoire personnelle, enfin, voilà, c'est un jeu entre le réel et la fiction, et je trouvais cet extrait particulièrement savoureux. Savoureux, j'ai envie de dire. Tant mieux, ça me fait très plaisir parce que moi aussi, quand j'ai quand j'ai lu cet entretien dans lequel Léo fait ses déclarations, d'abord j'étais comme vous amusé, surtout avec le coup de Serge Daney. On voit Serge Daney, grande figure de la cinéphilie quand même. Ouais. Le reste, personnage vraiment important. Et donc cette espèce d'admiration que déclare Léo pour Serge Daney, c'est très beau. Cette grande tape dans le dos, cette familiarité, ce côté vivant, vivant par le cinéma. Non, c'est vraiment bien. Est-ce Donc, que pardon. non, c'est moi, je vous en prie. Continuez, je vous en prie, excusez-moi. C'était un plaisir de s'emparer de choses comme ça pour moi. Ça tombait exactement dans mon propos et hop, c'était comme un prélèvement que j'intégrais à l'un des textes. Ça collait parfaitement. Mais il a toujours eu ce alors si je c'est une question provocatrice, hein, c'est une question délibérément provocatrice. Est-ce que, ce, ce côté, cette espèce de style intellectuel que souvent on lui a associé, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Parce qu'en fait, là où je veux en venir, c'est que je me suis toujours posé la question, alors peut-être que je me trompe, mais je crois pas qu'il y ait un film dans lequel jouent ensemble, je dis bien ensemble, ensemble, hein, Belmondo et Léo. Parce que tous les 2 aussi affichent une certaine juvénilité. Ils ont joué aussi sous Godard, avec Godard, pardon. Mais j'ai l'impression que Léo, il a quelque chose, sans comment dire, sans qu'il, s'en rende compte, il dégage quelque chose de plus intellectuel. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Parce que beaucoup de gens parlent, du fait que Léo, c'est plutôt un côté intellectuel, alors que Belmondo, c'est autre chose. Alors que tous les 2 ont un décor, complètement, hem, dans le vent, comme on dit, et puis, ils affichent aussi une certaine juvénilité, ils sont Des représentatifs d'une corps, certaine période et des corps parlants. et Et décors parlants. mais parlons, vous avez raison de dire très, très différent. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté, quand je dis qu'on voit souvent, quand j'écris dans le livre Le cinéma de Léo, qu'on voit souvent, qu'on voit presque dans tous ces films, Léo avec un livre, c'est vrai. C'est très frappant. Comme j'ai passé pas mal de films en revue, j'avais jamais réalisé à quel point c'est systématique. Alors, ça vient bien sûr de Léo, mais ça vient aussi des réalisateurs avec qui il a tourné. Si on compare les filmographies de Jean-Pierre Léo et celles de Belmondo, on voit bien que ça diverge complètement. Après avoir tourné avec Godard, Belmondo fait le choix d'un cinéma beaucoup plus varié, plus populaire, les films d'action, Mmh. tandis que Jean-Pierre Léo va continuer à accompagner vraiment le cinéma qu'on appelle le cinéma d'auteur, disons pour faire simple. Donc oui, oui, moi aussi je trouve ça beau de le voir déclarer très, très sincèrement et sans arrière-pensée, je pense qu'il admire les intellectuels. De plus, on peut rappeler que Jean-Pierre Léo est en grande partie un autodidacte. Il n'a pas fait des études, c'est pas un universitaire. C'est pas un intello, lui, justement. D'où son admiration pour ce qu'il appelle les intellectuels. Mais, mais on peut peut-être rappeler une distinction entre intellectuel et cérébral. C'est un intellectuel ne veut pas forcément dire que c'est un cérébral, car il y a un côté très physique
dans le Léo acteur. Je le dis ça aussi à plusieurs reprises, je crois, dans le livre. Oui, oui, d'ailleurs, si je peux me permettre, page 16, c'est vraiment la description de Jean-Pierre Léaud. Vous écrivez, je cite: «Avoir les doigts qui pèguent signifie qu'ils sont poisseux, collants». C'est l'expression est courante dans le Midi. C'est un embarras connu de quiconque a participé à des vendanges ou alors épluché une poire, mangé une pêche, saisi un pot sur lequel a coulé du miel ou de la confiture. Or, dans tous les films où Jean-Pierre Léaud joue, sans pourtant qu'aucune cause tangible y soit pour rien, eh bien, il a les doigts qui pèguent. Ou tout comme, c'est que ces doigts-là n'en font qu'à leur tête. Oublieux du reste du corps, ils prennent chacun position, un par-ci, un par-là, un autre levé de biais, raide, un autre plié en trois, et pendant que les lèvres, tout en parlant, s'avancent en une moue passagère, ou sourient avec malice, bah, les yeux de leur côté regardent à gauche, regardent à droite, regardent en l'air, avant de soudain s'aviser que plus bas, les jambes, sans prévenir, ont improvisé une cavalcade, et vous terminez en disant: «Bref, Léo, bah, c'est un corps désuni». Voilà, si on veut comprendre Léo, il a les doigts qui pèguent. Oui, c'est très frappant. Vraiment, la façon dont ses doigts ont l'air de l'embarrasser parfois, ou d'être complètement autonome, d'agir. Et puis, je dis bien les doigts parce qu'il a des mouvements où les doigts sont séparés. Il a l'air tout embarrassé, comme quand on a les doigts qui pèguent, pour reprendre l'expression. Et c'est vrai. Et au niveau de la parole, parce que un peu plus loin, page 36, c'est ça, vous dites que Godard un jour avait déclaré qu'il le verrait très bien en Britannicus ou en Titus, ou un autre personnage de la tragédie racinienne. Et, et en fait, vous allez plus loin par rapport au fait que Léo, je vous cite, rejoint le classicisme. Ça serait intéressant de parler de ça parce que en plus d'un corps, il y a aussi, bah, comme disait Barthes, le théâtre de parole. Et il y a quelque chose par rapport à ça, par rapport à la parole. Parce que j'ai pas cette sensation qu'elle est continue chez Godard ou Truffaut, ou alors Skolimowski, ce serait un mauvais exemple, ou chez Rivette, ou il Chez y a quelque Eustache. chose. Chez Ou chez Eustache. Eustache, oui, bien sûr. Alors là, On pense, j'ai oublié finalement le ah principal, bah oui, Eustache. Bah oui, je c'est suis peut-être désolé. dans La Maman et la putain où c'est le plus spectaculaire, la Ouais. présence de la parole. D'ailleurs, Eustache le confirmera dans quelques-uns de ses films. C'est un grand cinéaste de la parole. Euh, et dans La Maman et la putain, ça fait partie de ce qui est filmé, la parole. Il y a une sorte de déversement de la parole, de jaillissement de la parole. J'ai longtemps cru d'ailleurs, comme beaucoup d'autres, je pense, que dans la maman et la putain, il y avait une énorme part d'improvisation. Or, pas du tout, c'était écrit avec une précision, et le stage, paraît-il, était tyrannique et exigeait de ses acteurs qu'ils respectent son texte à la virgule près. Donc, bravo pour la prouesse du réalisateur, c'est-à-dire Eustache, grand cinéaste que j'admire beaucoup, j'aime beaucoup, et prouesse des acteurs aussi. Est-ce que, est-ce que Léo a laissé une espèce d'aura comme ça dans le jeu, dans l'acting français? Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait des acteurs ou actrices où vous, parfois, vous y verriez une espèce de On fulgurance est léodienne, de filiation. de filiation ou de fulgurance comme ça, vous dites: «Tiens, ça me». Moi, par exemple, il y a un acteur qui s'appelle Karim Leclou, que j'aime beaucoup. Il me fait beaucoup penser de temps en temps au jeu fiévreux de Patrick Devers. Et, Ah oui, et c'est quelque chose qui m'interpelle. Je n'étais pas contemporain de Patrick Devers, j'étais très, très jeune, mais quand je vois Karim Leclou dans sa manière de jouer, une fièvre tenace, j'ai l'impression de voir Patrick Devers. Donc, est-ce que vous, ça vous arrive parfois de voir des fulgurances comme ça, léodiennes, dans certains, voire même chez des actrices, hein, ou chez des actrices aussi, hein. on pourrait chercher chez les actrices. Mais je reviens plutôt à Patrick Devers, au cas de Patrick Devers. Il y a une séquence que j'aime beaucoup, c'est le tout début du film qui s'appelle Série Noire, Mhm. d'Alain Corneau, où Devers est fabuleux. euh, autour de sa voiture, on a envie de dire sa bagnole, vraiment, et il lui donne des coups et il fait un numéro d'acteur extraordinaire. Oui, on pourrait peut-être faire un rapprochement
avec Léo dans l'espèce dans ce curieux mélange de sobriété et d'exubérance presque outrée. C'est paradoxal, mais ils sont deux acteurs, du moins dans ces moments-là, qui arrivent à associer ça. Mais cela dit, si vous n'en aviez pas parlé, je n'aurais pas fait ce rapprochement. Parce que je suis, et je continue d'être à chaque fois frappé par la singularité du jeu de Jean-Pierre Léaud, de sa présence, de son mode de présence à l'écran. Voir Léo à l'écran, ça reste quelque chose de singulier. Alors, qu'il ait que par moments on puisse trouver certaines défigurances un peu du même ordre, mais je pense surtout que le plus fort pour moi, en tout cas, c'est cette singularité. Il est à part. Mais même à l'écran, d'ailleurs, ça se sent, pour prendre un compagnonnage majeur, quand on le voit dans Baiser volé, en présence de Lonsdal, magnifique acteur, et de Delphine Seyrig, que j'idolâtre, eh bien, il est avec eux, et en même temps, c'est un peu comme s'il était sur un autre plan, et sans même parler du film de Bellocchio, le fameux film. Oui, bah là, je pourrais pas vous aider. J'ai un trou. Eh ben voilà. C'est Bellocchio? C'est Bellocchio? Non, Non, c'est c'est pas Bellocchio. le film de Pasolini, Porcherie? Donc, bon, en tout cas, pour revenir au propos, au cœur du propos, c'est un acteur qui, même par rapport à ses partenaires, détonne un petit peu. Il est dans un autre mode de jeu. C'est très frappant. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que lorsqu'on le découvre dans Les 400 coups, moi, enfin, je pense que les personnes à cette époque-là, donc certainement vous aussi, bah, on peut pas soupçonner le jeu qu'il aura plus tard, parce que j'ai pas l'impression qu'il soit le même. Dans le jeu qu'il a dans Les 400 coups, c'est un jeu très parigo, gouailleur, il a une manière d'être, voilà. Mais ensuite, quand on le voit un petit peu dans Antoine et Colette, mais surtout après dans Baiser et voler, enfin, c'est un autre jeu, c'est un autre Douanel, c'est un autre Léo, ou peut-être que je me trompe? Je pense qu'il y a les deux aspects. D'abord, une des choses frappantes avec les Douanel, la série des Douanel, c'est qu'on le voit prendre de l'âge peu à peu. Et entre le Jean-Pierre Léaud, entre le gamin de 14 ans, puisqu'il a cet âge-là quand il tourne les 400 coups, et l'adulte qui sera dans domicile conjugal, par exemple, il y a évidemment une grande différence. C'est un âge où on passe quand même d'une tranche à une autre, où la maturité se fait, même si la façon de mûrir qu'a eu Jean-Pierre Léaud est aussi particulière. Je le dis dans le livre, je le compare à un moment donné, je dis qu'il a un côté axolotle. C'est une bête si particulière qui devient adulte et qui garde une morphologie larvaire. Il y a ce côté complètement mûri chez Léo qu'il va garder. Maintenant, son jeu, j'ai dit les deux à la fois, oui, premièrement, il change, mais il reste le même dans sa force d'invention. Alors bien sûr, il change parce qu'il ne cesse d'inventer. C'est quelqu'un qui a ce courage, je trouve, quelqu'un en tant qu'acteur, de se remettre perpétuellement en question et d'être dans le besoin d'invention. Ce qui, paraît-il, est presque gênant sur les plateaux de tournage, parce qu'il reste imprévisible. C'est quand même magnifique de pouvoir dire ça d'un acteur de son âge, avec la filmographie qu'il a, qu'il est capable de rester imprévisible. Chapeau, quoi, chapeau. On voudrait faire la même chose en matière de littérature, quand on est littérateur, ce qui est mon cas.
Donc, et puis, je reste sur la question. Il y a quelque chose alors qui est, je trouve, bouleversant. C'est dans le sourire, car pour aller directement au film d'Albert Serra, La mort de Louis XIV, qui je pense est le dernier film qui est tourné Jean-Pierre Léaud, et là il est filmé en mourant, un personnage qui est mourant, alors que lui-même est vieux et très marqué, particulièrement marqué. Il y a des moments comme ça, de fulgurance, là encore, où dans le sourire, on retrouve en partie, et quand je dis en partie, c'est vraiment sur les deux côtés de la bouche, parce que devant, il doit avoir je ne sais pas quoi, mais quelque chose, et n'est plus le sourire du jeune Léo, mais sur les côtés, on retrouve le Léo de toujours, tous les Léos successifs depuis les 400 coups, et ça, c'est extraordinaire, qu'il ait gardé ça, avec l'éclat dans le regard aussi, alors même que le visage est très marqué, très changé, retrouver ce signe-là de toujours, chapeau aussi au réalisateur qui a su le fixer sur l'écran, sur la pellicule, ou sur qu'elle soit numérisée ou pas, peu importe. Le cinéma de Léo, c'est édité chez Paul Éditions. Je montre ça et puis bien évidemment dans le descriptif de la vidéo, si vous voulez vous procurer le livre, vous avez toutes les informations. Gérard Gavary en est l'auteur et il est venu aujourd'hui pour, 40 minutes pour nous en parler un petit peu. C'était vraiment un plaisir à vous. Merci beaucoup Gérard. Merci Samir. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and